Après avoir synthétisé des molécules organiques, il nous reste maintenant à pouvoir les identifier. Nous allons dans ce chapitre étudier une méthode d'analyse et d'identification de molécules qui s'appelle la spectroscopie infrarouge. Pour obtenir un spectre infrarouge, on envoie une radiation électromagnétique de longueur d'onde lambda. Comme c'est une radiation infrarouge, cette radiation est comprise entre le domaine visible et le domaine des rayons X. Donc cette longueur d'onde lambda est supérieure à celle du visible, ce qui correspond à une énergie plus faible. L'intensité émise est I0. Donc ce rayonnement est envoyé sur l'espèce chimique et analysée, et on va mesurer l'intensité I sortante. C'est un peu la même expérience que nous avons fait lorsque nous avons étudié la spectroscopie UV visible, où nous avons pu obtenir un graphe représentant l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Pour réaliser l'analyse, l'appareil utilisé s'appelle un spectrophotomètre à double faisceau ou à transformé de Fourier. Il consiste à envoyer donc les ondes électromagnétiques sur un solvant. On enregistre le spectre du solvant, puis on remplace ce solvant par l'échantillon, et ensuite on soustrait le spectre du solvant à celui de l'échantillon pour obtenir le spectre d'absorption de la molécule. Les cuves utilisées doivent être transparentes aux infrarouges, ce qui exclut forcément le vert. Le plus souvent, nous utiliserons du chlorure de potassium ou du bromure de potassium. Le solvant utilisé doit être anhydre et transparent dans la région analysée. Par exemple, on choisira du tétrachlorure de carbone, CCl4. Deux cas se présentent. Soit le composé est liquide, donc de ce fait on va placer quelques gouttes entre les fenêtres de la cellule pour constituer un film liquide. Soit le composé est solide, il pourra être mis en solution dans un solvant, soit il sera mélangé à de la poudre de KBr anhydre, puis soumis à une forte pression pour obtenir une pastille. En spectroscopie UV visible, nous avions tracé un graphe représentant l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. En spectroscopie infrarouge, nous travaillerons plutôt en transmittance. La transmittance évalue le rapport de l'intensité I sortante sur l'intensité I entrante. I sortante sur I entrante. Ce qui donne le rapport correspondant à la transmittance. Deux cas peuvent se présenter. Si T égale 100%, cela signifie que l'intégralité de la radiation a traversé la cuve et l'espèce chimique n'a pas absorbé la radiation électromagnétique. Deuxième cas, si T égale 0%, la radiation électromagnétique n'est pas passée. Elle n'est pas transmise. Donc, l'espèce chimique à analyser a intégralement absorbé cette radiation électromagnétique. En spectroscopie infrarouge, nous n'utiliserons pas la longueur d'onde, mais nous préférons utiliser une nouvelle grandeur appelée nombre d'onde, c'est-à-dire sigma. Une relation simple relie la longueur d'onde au nombre d'ondes. Sigma est égal à 1 sur lambda, donc l'inverse de la longueur d'onde. Lambda s'exprimera en centimètres, et sigma du coup s'exprimera en centimètres moins 1. Concernant l'infrarouge, le domaine de nombre d'ondes de l'infrarouge s'étend entre 10 cm moins 1 jusqu'à 14 000 cm moins 1. Mais pour l'étude des spectres concernant les différentes molécules analysées, le domaine de nombre d'ondes ira de 600 cm moins 1
jusqu'à 4000 cm-1. Cela correspond à l'infrarouge moyen. Le spectre infrarouge se décompose en deux axes. L'axe des abscisses correspond aux différentes graduations du nombre d'ondes, exprimé en cm-1. Une particularité, l'axe des abscisses n'est pas gradué de gauche à droite, mais de droite à gauche. L'axe des ordonnées représente la transmittance en pourcentage. Pour comprendre un spectre infrarouge, il faut considérer dans un premier temps les molécules, comme par exemple la molécule d'HCl, comme un ensemble de masses, les atomes, par exemple hydrogène et chlore, de masses différentes, reliés par des ressorts de raideur variable, les liaisons. Ce qui signifie que chaque liaison va correspondre à un ressort plus ou moins tendu. Chaque atome va représenter une masse plus ou moins lourde. L'énergie des vibrations électromagnétiques infrarouges va être convertie en énergie de vibration. En effet, chaque liaison de la molécule va osciller de plus en plus fortement et entrer en résonance pour une fréquence qui lui sera propre. Donc, chaque liaison vibre à une fréquence précise. Il existe deux types de vibrations moléculaires. Tout d'abord, les vibrations d'élongation, comme celles que nous voyons, qui correspondent à une variation de la distance entre deux atomes selon l'axe de la liaison. Donc nous avons ici une élongation asymétrique. Ici correspond une élongation symétrique. Mais il existe aussi des déformations angulaires qui correspondent à une variation de l'angle séparant deux liaisons successives, comme par exemple le balancement entre les deux liaisons, ou alors le cisaillement, ou simplement la rotation entre les deux liaisons successives, ou enfin la torsion. Chacune de ces vibrations se traduira sur le spectre infrarouge par différentes bandes d'absorption. Donc, chaque bande d'absorption sera d'autant plus marquée que la liaison sera polarisée. La spectroscopie infrarouge est donc très utilisée pour déterminer les groupes fonctionnels d'une molécule. Pour terminer, nous allons étudier un spectre, en particulier celui de la molécule d'acétylsalicylique, qui est donc la molécule d'aspirine. Nous voyons sur cette molécule qu'elle comporte deux groupes caractéristiques, le groupe acide carboxylique et le groupe ester. Pour cela, nous allons essayer d'associer chaque bande d'absorption de la partie gauche du spectre à un groupe caractéristique, à une liaison particulière. L'analyse détaillée d'un spectre est complexe. En terminale, nous nous limiterons aux absorptions dues aux vibrations d'élongation. Elles nécessitent plus d'énergie, on les retrouve donc dans la partie gauche des spectres, nombre d'ondes élevé. Pour nous aider, il existe des tables où chaque liaison correspond à un nombre d'ondes et une intensité précise.
Par exemple, nous pouvons voir que le groupe CO se situe aux environs de 1700 cm-1. Le groupe NH se situe pour la valence aux environs de 3000-3500 cm-1. Ces données seront toujours fournies en exercice et ne sont pas à apprendre par cœur.